Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 25 novembre. Violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes font état de 17 martyrs et 16 blessés en 24 heures. Le Premier ministre algérien Sifir El-Ayeb reçu au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il fait part de sa volonté d'œuvrer à l'approfondissement du partenariat bilatéral dans tous les domaines. Tombée de rideau sur les travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne à Luanda en Angola avec l'adoption d'une déclaration conjointe portant notamment sur les conflits mondiaux. L'Algérie plaide pour la réorganisation des priorités du partenariat Afrique-Europe en matière de paix et de sécurité. Conflit russo-ukrainien, toujours aucun accord défini entre les parties belligérantes. Washington maintient la pression sur Kiev. Et puis l'Algérie perd l'une de ses plus grandes comédiennes, Baya Bouzar, connue sous son nom de scène. Beyouna est décédée ce mardi à l'âge de 73 ans. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances à la famille de l'artiste. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 46 jours après son entrée en vigueur, selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 17 martyrs ainsi que 16 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier, pas moins de 345 Palestiniens sont tombés en martyrs et 889 autres ont été blessés, tandis que les corps de 588 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste s'est alourdi à 69 775 martyrs et 170 965 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a souligné ce mardi le danger que représentent les munitions non explosées pour la population de la bande de Gaza. Hamas a notamment appelé à la neutralisation de ces engins de guerre laissés volontairement par les forces de l'entité sioniste après le retrait partiel de la bande de Gaza, tel que stipulé dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Et chaque jour, dès le lever du soleil, les habitants de la bande de Gaza entreprennent une véritable quête de survie, trouver de l'eau et de la nourriture, des éléments vitaux devenus rares à cause du blocus exercé par l'entité sioniste qui a aussi complètement détruit le réseau d'assainissement. La lutte presque quotidienne pour nous est celle de chercher de l'eau et de la nourriture. La chose la plus importante après la destruction des maisons et de toute notre région, c'est que nous attendions chaque jour l'eau. Bien sûr, les réseaux d'eau et les réseaux d'égouts ont tous été détruits. Ils ont tous été détruits à cause de l'invasion terrestre de la zone et de sa destruction. Ils ont tous été détruits. Notre vie est extrêmement difficile, mais nous n'avons nulle part où aller à part notre quartier, nos maisons et nos lieux. Concernant la situation dans la région, c'est très difficile. Nous avons entendu parler d'une trêve. Nous étions contents qu'il y en ait une discussion et disions que la guerre était finie. Mais les traits restent les mêmes. Un feu nourri. Il y a quelque temps, des balles ont touché la maison de la famille Chaber et Dieu a sauvé la famille. Cette situation est aggravée par les fortes pluies qui ont inondé ce mardi certaines rues et de nombreuses tentes abritant des Palestiniens déplacés, notamment dans les villes de Gaza et Khan Younes.
À l'intérieur de la tente, des enfants trébuchent et tombent. Il y a des maladies partout. Regarde le pot. Je ramasse l'eau pour que mes enfants ne tombent pas malades. Tu vois, je sors l'eau de ma tente pour que mes enfants ne tombent pas malades. Tout cela cause des maladies et propage des bactéries. Regarde le trou dans le sol. Toute la nuit, nous n'avons pas pu dormir ni rien faire. Nous tenions juste des serpillères, des tentes usées, des tentes déchirées avec de l'eau qui entrait de toutes parts. Des enfants se noient, ils sont trempés d'eau. Et nous nageons pratiquement, nous creusons à l'intérieur des tentes pour nous protéger. Que voulez-vous qu'on dise de plus ? Et la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, a publié ce mardi un rapport faisant état des dégâts engendrés par 2 années d'agression de l'entité sioniste à Gaza, estimant que les besoins de reconstruction et de relèvement de Gaza dépasseraient 70 milliards de dollars. Dans ce même rapport, la CNUSED a révélé que les 2 années d'agression continue de l'entité sioniste contre la bande de Gaza avaient provoqué également un effondrement sans précédent de l'économie palestinienne. What we see today is extremely worrying. Ce que nous voyons aujourd'hui est extrêmement inquiétant. L'opération militaire prolongée, combinée à des restrictions de longue date, a plongé l'économie du territoire palestinien occupé dans son déclin le plus profond jamais enregistré. Une grande partie des infrastructures, des actifs productifs et des services publics ont été endommagés ou détruits, effaçant des décennies de progrès. Le résultat est l'une des crises économiques les plus profondes et les pires vues au cours des dernières décennies. The deepest and worst economic crisis seen anywhere in recent decades. It will take many years. Il faudra de nombreuses années avant que Gaza puisse être reconstruite, même si nous injections des milliards chaque année dans la reconstruction de Gaza. Le PIB remonterait dans quelques années pour atteindre le niveau qu'il était en 2022. Mais cela ne signifie pas que Gaza se remettra, car elle nécessite au moins 70 milliards de dollars de fonds pour la reconstruction. Il faudra donc des décennies à Gaza pour produire plus qu'avant le conflit, avant de se relever complètement. Et cela, bien sûr, si toutes les conditions sont dans la bonne direction. Je vous le disais en titre, le Premier ministre algérien Séfir Rieb a été reçu ce mardi au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, auquel il a transmis les salutations fraternelles du président algérien Abdelmadjid Tebboune, lui faisant part de son estime et de sa volonté d'œuvrer de concert au raffermissement des liens fraternels entre les deux pays et à l'approfondissement du partenariat bilatéral dans tous les domaines. À l'entame de la rencontre, le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé sa haute considération pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune, se félicitant des contacts permanents pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a également rappelé l'estime et le respect dont jouit l'Algérie auprès de l'Égypte, dirigeants, gouvernement et peuple, qualifiant l'Algérie et l'Égypte de 2 piliers essentiels pour la préservation de la stabilité du monde arabe et de l'Afrique du Nord, saluant le niveau des relations bilatérales et les projets de partenariat conclus entre les deux pays. Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que l'Égypte était disposée à déployer tous les efforts possibles pour promouvoir la coopération bilatérale et les échanges économiques au niveau des potentialités des deux pays, tout en souhaitant plein succès aux travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte prévue demain. Pour sa part, le Premier ministre algérien a salué la profondeur des liens historiques unissant les deux pays et peuples frères et la volonté de leurs dirigeants de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale. Je vous en parlais également en titre tombé de rideau sur les travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne à Luanda, en Angola, avec l'adoption d'une déclaration conjointe portant notamment sur les conflits mondiaux. Le président angolais João Lourenço et le président du Conseil européen Antonio Costa ont tenu une conférence de presse où ils ont souligné leur engagement commun en faveur du multilatéralisme et des efforts de paix mondiaux.
Africa defends. L'Afrique défend la justice, défend les principes et continue à défendre les principes. Nous défendons le droit à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. We reiterate our unwavering support. Nous réitérons notre soutien indéfectible à une paix juste, globale et durable en Ukraine, dans le territoire palestinien occupé, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Sahel, en Somalie et dans les autres guerres et conflits à travers le monde. Il est très clair que notre partenariat repose sur nos valeurs communes et notre soutien commun à un ordre multilatéral et à l'ordre international fondé sur des règles. And the international rules-based order. Allez, retour sur cet événement intercontinental avec notre envoyé spécial à Luanda, Tinhinen Makassi. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Tinhinen Makassi, nous venons de l'évoquer à l'instant, le 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne a été sanctionné par l'adoption d'une déclaration conjointe. Que peut-on en retenir, Tinhinen ? Effectivement, Abdelkader, ce 7e sommet de l'Union africaine avec l'Union européenne a été sanctionné par une déclaration commune. Vous le disiez à l'instant lors du sujet que vous avez passé, que la question sécuritaire, bien évidemment, la paix dans le monde, la paix en Afrique a été au cœur des préoccupations des dirigeants qui étaient présents aujourd'hui, que ce soit les dirigeants africains ou encore les dirigeants de l'Union européenne. Et vous faites bien de le signaler, la question du Soudan, la question des l'abcès sécuritaire au Soudan, les abcès sécuritaires au Sahel, la Palestine occupée et l'ensemble des conflits qui bouleverse aujourd'hui le monde était au cœur de ces préoccupations. Cela dit, on peut dire aujourd'hui que ce sommet est un sommet décisif finalement, puisque les dirigeants, que ce soit les dirigeants africains ou les dirigeants européens, ont comme d'un commun accord par cette déclaration décidé qu'aujourd'hui il fallait renforcer ce partenariat déjà stratégique et déjà ancré dans des relations historiques entre les deux unions. Ce que l'on peut retenir donc, c'est qu'aujourd'hui ce partenariat est prêt à aller vers un partenariat plus politique, plus économique et surtout plus équilibré. L'ensemble des dirigeants africains qui se sont succédés tout au long de ces 2 jours de conclave et de travaux n'ont cessé de réaffirmer. Aujourd'hui, l'Afrique ne cherche pas des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, l'Afrique, elle cherche des partenaires gagnants-gagnants. Et c'est d'ailleurs sur ce partenariat gagnant-gagnant que l'Europe a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, elle s'est rendue compte, les dirigeants européens ont pris conscience finalement qu'aujourd'hui, ils sont en concurrence avec d'autres puissances qui, eux aussi, ont des visions, ont des stratégies pour l'investissement et pour les partenariats avec l'Afrique. Donc, ce qu'on peut retenir de ce 7e sommet est que les dirigeants, les plus de 80 dirigeants, présidents, chefs de diplomatie et autres représentants des États, des institutions continentales des deux côtés, ou bien des deux organisations ont pris les choses fidèles à la réalité. Ils ont pris les choses telles qu'elles étaient sur le terrain avec beaucoup de conscience, et surtout l'ensemble des dirigeants ont insisté sur la nécessité de poursuivre cette fameuse feuille de route 2030 qui a été mise lors du 6e sommet des deux organisations, un sommet qui d'ailleurs a été qualifié d'historique, et je pense que ce sommet vient justement affirmer les décisions qui ont été prises lors de ce 6e sommet. Et ce que l'on peut, si je peux résumer ça en un seul mot, c'est qu'aujourd'hui c'est avec l'objectif d'aller vers un avenir serein et équilibré entre les deux organisations que les dirigeants ont clôturé leur conclave. Merci Tinhinen Makassi, vous étiez en direct avec nous depuis Luanda. Et dans une allocution prononcée lors des travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a appelé à la réorganisation des priorités du partenariat Afrique-Europe en matière de paix et de sécurité face à la résurgence du phénomène des changements anticonstitutionnels et de gouvernement.
Face à une telle situation, l'Algérie appelle à une redéfinition des priorités du partenariat afro-européen en matière de paix et de sécurité. La priorité absolue doit être accordée à la fin de l'indifférence internationale dont souffrent les questions de paix et de sécurité en Afrique. Les défis auxquels notre continent est confronté ne sont pas de simples difficultés locales ou limitées dans leur portée, mais bien des menaces transnationales aux conséquences étendues au-delà des frontières des nations et des continents. Et parmi ces priorités figure aussi la réhabilitation du rôle diplomatique africain et la promotion du principe des solutions africaines aux problèmes africains. Ahmed Attaf n'a pas manqué de le relever. La deuxième priorité doit être consacrée à la réhabilitation du rôle diplomatique africain et à la promotion du principe des solutions africaines aux problèmes africains. En effet, notre organisation continentale a déjà démontré sa capacité à assumer pleinement son rôle chaque fois qu'elle a disposé de l'espace nécessaire pour agir et qu'elle a bénéficié du soutien international requis. Ahmed Attaf a aussi mis en avant l'importance de l'investissement, notamment des pays européens en Afrique, comme moyen de prévention contre d'éventuels conflits. La troisième priorité doit être accordée à un investissement réel et efficace dans le développement en tant que meilleur moyen de prévention des crises et de traitement de leurs causes profondes et de leurs dimensions liées au développement. Nous aspirons dans ce cadre à la concrétisation des promesses d'investissement faites par l'Europe à l'égard de l'Afrique dans le cadre de l'initiative Global Gateway. Quant à la quatrième et dernière priorité, elle est d'ordre structurel par excellence et concerne la nécessité impérieuse de mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans tous les lieux de prise de décision internationale politique, sécuritaire et économique, car cette marginalisation demeure en elle-même l'un des principaux obstacles structurels qui entravent la marche de l'Afrique vers la réalisation de ses aspirations et des objectifs inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et lors de cette même intervention, le ministre algérien des Affaires étrangères a aussi rappelé le contexte international extrêmement complexe dans lequel se tient le sommet Union africaine-Union européenne, troublé notamment par les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique et confrontant particulièrement la région sahélo-saharienne au fléau du terrorisme. تلتئم قمتنا اليوم في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم. Notre sommet se tient aujourd'hui dans un contexte international extrêmement complexe, troublé et en crise dont notre continent n'a pas été épargné, une dynamique qui appelle véritablement à tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme d'abord face au retour des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tirer la sonnette d'alarme ensuite face à l'aggravation du fléau du terrorisme sur notre continent alors qu'il recule ailleurs dans le monde. La région sahélo-saharienne est désormais devenue l'épicentre mondial de ce fléau qui sème corruption et crimes dans les pays et parmi les peuples africains dans un silence international difficile à comprendre et à justifier. Enfin, Ahmed Attaf a tiré la sonnette d'alarme face aux ingérences étrangères sur le continent africain. Il faut troisièmement tirer la sonnette d'alarme face à la prolifération des interventions militaires étrangères en Afrique. Ce phénomène est aujourd'hui devenu un facteur structurel du paysage sécuritaire africain, un facteur qui complique la crise
prolonge également leur durée et anéantit les chances de les résoudre pacifiquement. Enfin, il faut tirer la sonnette d'alarme devant le recul du rôle diplomatique continental et la disparition progressive de l'intérêt international pour les priorités politiques et sécuritaires de l'Afrique qui ne figurent plus au rang des préoccupations majeures de l'agenda multilatéral. Et lors d'une rencontre ayant réuni le président sahraoui Brahim Ghali avec le secrétaire général des Nations Unies en marge de sa participation aux travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, le président Brahim Ghali a réaffirmé la volonté du Front Polisario d'entamer des négociations sérieuses et sincères, sans conditions préalables, sous l'égide des Nations Unies afin de créer les conditions permettant au peuple sahraoui de décider librement et souverainement de son avenir, conformément aux résolutions de l'ONU et aux principes de la légalité internationale. Et dans une déclaration faite à notre envoyé spécial à Luanda, Tinine El-Makassi, le président sahraoui Brahim Ghali a souligné l'importance de la participation de la RAST à un tel sommet. نحن نشارك في القمة السابعة التي تجمع الاتحادين الإفريقي والأوروبي. Nous participons au 7e sommet réunissant l'Union africaine et l'Union européenne. L'État sahraoui est présent comme les autres États membres de l'Union africaine et nous considérons cela comme un acquis pour le peuple sahraoui et pour la cause sahraoui. Nous avons eu l'honneur d'intervenir hier devant le sommet en rappelant les principales aspirations des peuples africains en matière de partenariat afro-européen ainsi que les problèmes majeurs auxquels le continent africain continue de faire face à cause de l'héritage colonial dont ont souffert tous les peuples africains et dont souffre encore aujourd'hui le peuple sahraoui puisque la cause sahraoui reste une question de décolonisation. La dernière colonie en Afrique et le processus de décolonisation n'a pas encore été achevé. وأننا في مسلسل تصفية الاستعمار لم تستكمل بعد. Dans le conflit russo-ukrainien et après un premier plan de paix en 28 points proposé par Donald Trump, Kiev tergiverse quant à l'accord final. Washington menace de suspendre toute aide militaire si l'Ukraine ne coopère pas dans le but de parachever un texte définitif. Les détails avec Safouane Bessabri. En difficulté sur le champ de bataille, Kiev se retrouve en position délicate sur le front diplomatique. Washington menace de retirer son aide financière et militaire si l'Ukraine ne s'empresse pas de valider le plan de paix négocié. Le secrétaire d'État à l'armée de terre américain avait déjà exprimé la position de Washington aux dirigeants ukrainiens. L'Ukraine doit accepter le plan de Trump au risque de se retrouver sans soutien logistique, militaire et des renseignements américains. Le président américain s'est exprimé sur son réseau social. La guerre en Ukraine est un désastre dont j'ai hérité, déclare-t-il. En parallèle, le secrétaire d'État de l'armée américaine a confié à Zelensky d'accepter le plan de Trump au plus vite. Malgré la faible marge de manœuvre de Kiev, un nouveau plan de paix renégocié entre Kiev et Washington a vu le jour en 19 points, mais toujours sans accord définitif entre les deux parties. Volodymyr Zelensky pourrait prochainement se rendre à Washington afin de poursuivre les pourparlers. Après un premier ultimatum fixé au 27 novembre par le président américain, la période de négociation sera prolongée au vu de la sensibilité des points soulevés. Zelensky s'est dit prêt à continuer à travailler avec ses partenaires américains, alors que Donald Trump avait qualifié le président ukrainien d'ingrat. Dans l'actualité également, la dessinatrice italienne de bande dessinée Elena Mistrello a été interpellée le week-end dernier à Toulouse en France. À sa descente d'avion, elle était invitée au festival BD Colomiers pour dédicacer les exemplaires de l'édition française de Syndrome Italie, ouvrage primé en Italie et qui a trait aux travailleurs migrants. 3 agents de la police française lui ont intimé l'ordre de quitter immédiatement le territoire français sous peine de envoyés dans un centre de rétention administrative pour migrants. Ils ont fait part d'un signalement du ministère français de l'Intérieur, la qualifiant de menace grave pour l'ordre public français.
Et je vous en parlais en titre, l'Algérie a perdu l'une de ses plus grandes comédiennes, Baya Bouzar, connue sous son nom de scène Biouna. Elle est décédée ce mardi à l'âge de 73 ans. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'artiste. Dans son message, le président algérien a évoqué le parcours de l'une des vedettes de la scène artistique, ayant contribué de longues années durant par leur talent et leur créativité à de nombreuses œuvres télévisuelles et cinématographiques. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.